Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxois, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le son réservé aux 244 insurgés interpellés et placés sous exploitation auprès des services de la police et de la gendarmerie, après la mutinerie du 22 juillet dernier, inquiète. Lors de son point de presse vendredi dernier, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, annonçait que les diverses enquêtes étaient pratiquement bouclées. Ainsi donc, après avoir séjourné dans les unités spécialisées de la police et de la gendarmerie, les détenus exfiltrés au lendemain de la mutinerie sont de retour à Kondengui, du moins pour certains. Prison centrale de Yaoundé, retour des mutins après exploitation, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Prison centrale de Yaoundé, retour des mutins après exploitation. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Edmond Kuaté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge-Gerlin, bonsoir à tous les autres invités. C'est un plaisir de répondre par l'affirmative à votre invitation. Voilà, Edmond Kuaté, bienvenue, analyste politique. Oui. Voilà. À côté de vous, Camille Nélé. Bonsoir Camille. Serge-Gerlin, bonjour, bonjour aux autres invités, bonjour millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout particulièrement d'Equinox Soir qui attendent 19h chaque soir pour être parfum de l'actualité du jour et surtout de pouvoir déguster le débrief. Voilà, merci. En face de vous, Charles Elisan. Bonsoir Charles. Bonsoir monsieur tout. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Voilà, Charles Elisan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout à fait. Section Oji-Vouride, à Nouvelle. Voilà, bienvenue sur le plateau. Qui dit RDPC dit forcément, madame, monsieur, MRC. Nous allons donc partir tout de suite en direction de Berlin, rencontrer, il est là, sur ce plateau, pas avec nous, sur ce plateau. Depuis Berlin, il va participer à l'émission. Lui, c'est Wilfried Ekanga. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Bonsoir Serge-Gerlin, bonsoir à tous les auditeurs d'Equinox TV. C'est un plaisir de me retrouver à nouveau des vôtres après une si longue période d'absence. Voilà, si longue période, ça fait 9 mois qu'on n'a pas vu Wilfried sur le plateau Equinox Soir. Pardon? Ça fait 9 mois. Oui, ça fait un moment et c'est comme une famille qu'on abandonne pendant un certain temps et qu'on retrouve avec plaisir. D'entrée de jeu, si tu me le permets, Serge-Gerlin, je voudrais y adresser un salut spécial à mon ami et grand frère Gaston Serval Abbé, alias Valsero, qui est actuellement incarcéré et qui, de mon point de vue, nécessiterait un grand soutien de la part de ses confrères artistes. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'implique dans une structure politique qu'on cesse d'être un être humain qu'on devrait soutenir dans le corps de métier en cas de détresse comme actuellement. Alors si les artistes ne se mobilisent pas pour sa cause, peut-être par peur de la répression, c'est une preuve supplémentaire du fait que voilà, on ne peut pas dans cette République, dans cet état de droit, exprimer les choses comme on les pense vraiment parce qu'on a peur de perdre certains avantages. C'est une raison supplémentaire de se battre et c'est pour ça que je lui rends cet hommage et que j'exhorte tous ses confrères, solennellement artistes, à faire de même parce qu'un jour, ça pourrait être l'un d'eux. Voilà, Wilfried, je commence avec vous. Il y a quelques heures, le Bibou Nissak, à travers un communiqué, disait que les insurgés, en tout cas les militants MRC, étaient de retour. Ceux qui ont été exfiltrés de la prison centrale de Yaoundé dans la nuit du 22 au 23 juillet dernier, ils étaient de retour. Quid de Mamadou Mota? Est-ce que vous avez des nouvelles du vice-président Mamadou Mota? Je ne vous ai pas entendu, Serge-Gerlin, j'ai quelques soucis de connexion. Oui, je disais qu'il y a quelques heures, Bibou Nissak faisait comprendre que les militants MRC qui avaient été exfiltrés de la prison centrale de Yaoundé à la suite de la mutinerie du 22, la nuit du 22 au 23 juillet dernier étaient de retour à Kondengui. Mais pas de nouvelles de Mamadou Mota. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Mamadou Mota. Je ne sais pas s'il faudrait revenir sur la question plus tard parce que du point de vue de la connexion, ça n'était pas... On va voir ça avec la technique tout à l'heure. Le temps de venir à vous, Kaminele. Les personnes qui avaient été sorties de la prison, expulsées de la prison, sont de retour. Comment vous accueillez ça? Toujours à Condé. Elles devaient forcer. Après avoir... on a parlé, on a dit que ces personnes étaient portées disparues, il n'y avait pas de nouvelles, pas de contact avec les avocats, et tout ça. Vous savez, après la mutinerie de la prison de Kondengue, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité aussi, beaucoup de passion aussi. Et après cette espèce de sinistre, nous avons tous appris que des enquêtes étaient ouvertes et que, effectivement, un certain nombre de personnes supposées avoir pris part ou avoir été au cœur de cette mutinerie sont sorties de cette prison pour aller subir des interrogatoires, qui du côté du secrétaire d'État à la Défense, qui du côté de la direction de la police judiciaire, mais toujours est-il qu'il y avait, c'était dans le cadre et dans la logique d'une nécessaire enquête pour que les autorités comprennent exactement d'où est venue cette mutinerie, comment a-t-elle été possible, comment a-t-elle été préparée, a-t-elle été préparée de l'extérieur, a-t-elle été préparée de l'intérieur, a-t-elle été spontanée. Bref, il était important que l'on comprenne exactement ce qui s'était passé à Kondengue. Donc il est tout à fait normal que des personnes qui avaient été identifiées comme s'étant trouvées au cœur de cette manifestation soient interrogées. Et il est tout à fait normal que ces personnes reviennent aujourd'hui. Mais vous savez, dans des situations comme celle-là, il y en a qui, de leur posture peut-être politique ou de leur posture, de leur sensibilité, ont colporté toutes sortes de nouvelles plus pessimistes les uns que les autres. Certains, on disait qu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils sont certainement morts, ils sont mutilés, ils sont horriblement mutilés. Et toujours est-il que là aujourd'hui, on a pu revoir un certain nombre. On ne peut pas affirmer, moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'ils sont revenus. Je ne peux pas dire qu'ils sont tous revenus. Je ne peux pas dire que c'est seulement tel nombre qui est revenu. Mais toujours est-il que si Bibou Nissak, le porte-parole officiel du MRC, a donné cette information, que les militants du MRC sont revenus, ça veut dire qu'ils sont revenus. Mais là, il appartiendra aux journalistes d'aller faire un tour du côté soit de Kondengue, soit des services de police pour comprendre quels sont ceux qui sont revenus et pourquoi peut-être certains ne sont pas revenus, comme vous êtes en train de dire, parce qu'il semble qu'apparemment on n'a pas encore vu le président Mamadou Mota. Bon, il faudrait savoir pourquoi il serait encore retenu et où se trouverait-il. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Toujours est-il que je ne pense pas qu'il existe dans ce pays, à l'heure où on est aujourd'hui, et surtout dans la situation absolument délicate dans laquelle notre pays se retrouve, où les gens peuvent disparaître comme d'un claquement de doigts. Donc aujourd'hui, ce matin, certains journaux posaient encore la grande question à la une de leurs journaux. Où sont-ils? D'autres disaient non, ils sont devant le tribunal militaire, pendant que d'autres affirment aujourd'hui qu'ils sont rentrés à Kondengue. Toujours est-il que attendons toujours les informations officielles pour nous faire une religion et maintenant pouvoir peut-être faire des analyses. Edmond Katé, justement, est-ce que l'administration Biya n'a pas contribué elle-même à entretenir ce flou? Parce qu'il y a beaucoup de détenus qui se sont plaints, il n'y avait pas accès, le conseil n'avait pas accès à eux, et ainsi de suite, pas de visite. Est-ce que tout ça n'a pas été entretenu par le pouvoir de Yaoundé? Oui, Serge Alain, je crois que c'est tout cet ensemble de choses qui, n'est-ce pas, de mon point de vue, et comme vous le dites, n'est-ce pas, ont contribué à alimenter un peu les ragots. Je me souviens jusqu'à une certaine période, certaines personnes disaient qu'il y a eu un transfèrement, n'est-ce pas, de ces personnes du côté de Choliré, de Yoko même, et un certain nombre de prisons réputées un peu pour leur caractère assez, n'est-ce pas, déshumanisante. Et donc aujourd'hui, je crois que le fait que ces personnes soient, ou alors un bon nombre, n'est-ce pas, de ces personnes soient de retour du côté de Kondengue, ça vient un peu mettre fin au ragot. Je crois que peut-être que dans les prochains jours, on va également connaître le sort réservé à d'autres personnes comme Mamadou Mota et d'autres.
peut-être que pour des raisons d'approfondissement dans les enquêtes, on a dû les retenir, je me dis, mais je crois qu'il est de bon ton, n'est-ce pas, que les autorités judiciaires et je veux dire leurs auxiliaires fassent en sorte, n'est-ce pas, qu'à l'avenir, lorsqu'il y a de tels événements, que les ragots ne soient pas nourris, c'est-à-dire en respectant tout simplement un certain nombre de principes inhérents au droit, c'est-à-dire, n'est-ce pas, donner accès, quel que soit le crime qui est reproché à quelqu'un, il n'y a aucun crime, aucune infraction qui dit, n'est-ce pas, qu'on est privé de son avocat, qu'on est privé de sa famille, peut-être on peut être privé de certaines visites, mais au moins son conseil, son avocat, quel que soit le crime, l'infraction qu'on vous reproche, il est, n'est-ce pas, du plan de vue de droit, que vous ayez accès, ou alors que votre conseil ait accès à vous, qu'il sache où vous êtes détenu et qu'il sache dans quelles conditions vous êtes détenu. Je pense que l'opacité, n'est-ce pas, que certaines autorités veulent juste de temps en temps, n'est-ce pas, animé autour de ces événements-là, fait en sorte que des ragots, des colportages, et toutes sortes de, je vais dire, de cling-cling, n'est-ce pas, et court, et puis bon voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre fin à cela, faire en sorte que lorsque les gens sont détenus, quelle que soit l'infraction qu'on leur reproche, quel que soit le crime qu'on leur reproche, qu'on puisse leur donner, n'est-ce pas, accès à leurs conseils et mettre fin à un certain nombre d'informations dont nous n'avons pas besoin en ce moment dans notre pays, étant donné l'image déjà très écornée de notre pays sur la scène nationale et internationale. Voilà, Charles Lisan, justement, vendredi dernier, lorsque le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans son point de presse, il a dit que les procédures des meneurs ont été conduites dans le respect des lois. Mais ce n'est pas ce que pensent les autres. Non, Serge Alain, il faut qu'à un moment donné... Ceux qui ont été interpellés, tu vois. Oui, c'est clair que ceux qui ont été interpellés ont droit, tout comme vous et moi, à une assistance de leurs conseils. Oui. Maintenant, il ne faut pas qu'on fasse attention. Non, j'aurais dit qu'il faudrait qu'on fasse attention au ragots. Il faudrait qu'on fasse attention à ce que la communication publique officielle soit aujourd'hui désormais dirigée par les réseaux sociaux et par certains lanceurs d'alerte dont on ne sait ni d'Adam ni d'Ève où ils prennent leurs informations. Dans un pays républicain, l'information officielle vient de qui de droit? Du ministre de la Communication. Aujourd'hui, beaucoup sont surpris de voir que ceux qui ont été isolés, c'est le terme, ceux qui ont été isolés suite à cette mutinerie pour exploitation, on nous a fait comprendre qu'ils ont été mutilés, certains ont été écorchés vifs, on a même vu des images circuler dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est surpris de les voir debout, peut-être pas bien portants physiquement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a vu que non, ils sont en santé. Ils ne sont pas ce qu'on a cru. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on sache que dans un pays, il y a les degrés d'information qui sont revêtus d'un certain caractère d'opacité. Parfois, l'opacité concourt justement à la préservation de la paix et de l'ordre social dans un milieu. Ce n'est pas toutes les enquêtes qu'on rend publiques. Il y a parfois ce qu'on appelle le secret défense, le secret militaire, le secret d'instruction. À un moment donné, il faut qu'on accepte aussi que, suite à une mutinerie, quand on sait que les pôles susceptibles d'explosion sociale, vous avez les quartiers à forte densité, vous avez les universités et vous avez les prisons. Quand un acte pareil, une mutinerie se passe dans une prison, qui est celle centrale située dans la capitale politique et administrative, quand on a identifié les meneurs, c'est clair qu'une enquête doit suivre et cela doit se revêtir d'un certain secret. Et maintenant, on les met à disposition de leur conseil et au conseil de voir les conditions dans lesquelles cette exploitation a été faite et maintenant recourir toujours devant les tribunaux pour remettre en cause cette exploitation-là. Toujours est-il que les services de renseignement l'ont fait pour avoir certaines informations encore et encore pour réguler les telles actions dans la prison, pour qu'il n'y ait plus au finish ce genre de mutinerie. C'est de ça qu'il s'agit. Wilfried, voilà, nous parlons justement de cette période qui a séparé, c'est-à-dire la mutinerie le 22 et je crois hier, où les mutins, on va les appeler ainsi, ont pu regagner
la prison centrale de Kondengui. Et beaucoup s'offusquent sur ce plateau de ce que les mutins qui étaient en exploitation n'aient pas eu droit aux visites de leur conseil. Oui, Serge Alain, il y a un principe assez cynique que nous avons avec le gouvernement qui est le nôtre, c'est de faire d'une exception une règle et de justifier par cela. Je suis d'accord avec Charles Lisan quand il parle de certaines choses qui sont confidentielles, qui relèvent du secret d'État et qu'on ne peut pas divulguer comme ça à la population, surtout quand la situation l'exige, parce que c'est un cas particulier, ce sont des circonstances atténuantes. Là, c'est la confidentialité. Lorsqu'on parle d'opacité, malheureusement, ça a une connotation négative et le regretté Charles Atébé y ayant parlé, le management de l'opacité est justement ce qui conduit le Cameroun vers la crevasse, c'est-à-dire cacher systématiquement ce qu'on fait et se donner la possibilité de commettre les pires exactions sous couvert du secret d'État. Non, c'est de la manipulation, c'est de l'abus de pouvoir et c'est ce à quoi on a affaire aujourd'hui. On ne savait pas où Mamadou Mota était pendant quelques jours. Actuellement, on a libéré certains, on ne sait pas où ils se trouvent. Et lorsque M. René Emmanuel Sadi dit que tout s'est passé dans le strict respect des lois de la République, c'est encore une matérialisation de ce cynisme parce que je ne sais pas quelle loi permet comme ça de prendre quelqu'un de X, d'un point X, et de le transférer de manière incognito à un point Y. C'est-à-dire même le pire gangster des États-Unis, même Al Capone en 1934, a été déféré à Alcatraz au vu et au su de la population, de l'opinion publique. Je ne pense pas que Mamadou Mota ait commis des crimes pires que celui d'Al Capone. On est dans la présomption d'innocence qui s'est transformée en procès d'intention d'un régime qui inféode le judiciaire et détermine qui, par avance, trouble l'ordre public. Donc, quand on ajoute à ça encore les avocats auxquels les prisonniers n'ont pas eu droit, et qu'on dit, bon, on ne dit pas ça à la population parce que ça relève du secret défense, on oublie que même pour la police, il y a une police, l'état de droit, ce que les Allemands appellent ici le Rechtsstaat. Ce n'est pas l'État où l'exécutif fait ce qu'il veut contre la population. C'est un État où même l'exécutif est soumis aux règles de droit. Il représente la matérialisation de la loi, mais lui-même doit incarner l'obéissance à cette loi-là. Et autant, aucun texte de loi ne dit qu'un prisonnier peut être incarcéré, placé en détention, ou alors transféré d'une prison A à une prison B. Sur une décision de l'exécutif, c'est un juge, c'est une décision de justice qui doit le dire. Autant aucune loi ne dit que voilà, comme ça, de manière incognito, un prisonnier peut disparaître et on dit non, c'est le secret défense. Les sous-préfets utilisent le même principe pour interdire les réunions privées, les réunions publiques. On ne vous dit pas comment, on ne vous dit pas pourquoi, on ne vous dit pas par qui, ni pour qui, mais on vous dit, bon, le sous-préfet détient des informations de trouble à l'ordre public. Et comme ça, vous n'avez même pas la possibilité d'essayer de lui faire entendre raison pour qu'il vous apporte des éléments convaincants. On préfère vaincre plutôt que convaincre, mais celui à qui vous dites comme ça de manière plaquée, de manière affichée, non, c'est le secret d'État, non, c'est le trouble à l'ordre public parce qu'on a des éléments, parce qu'on a des informations, il obéit à ce que vous faites par contrainte. Mais sachez que vous avez créé une bulle qui tôt ou tard va finir par exploser parce que après y avoir été vaincu, vous avez déduit à tort qu'il a été convaincu. D'entrée de jeu, c'est ce que je dirais à ta question, Serge Alain. Voilà, Kabinele, justement, il y a ce problème de transfèrement qui s'est posé. Un prisonnier peut être transféré d'une prison à une autre. Écoutez, arrêtons de raisonner comme si nous étions des enfants, ou bien comme si les autres pouvaient nous prendre pour des enfants. Oui. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'une mutinerie. On n'a qu'à regarder les dernières mutineries qu'on a enregistrées dans des pays, au Brésil, aux États-Unis, où il y a eu nécessairement et forcément des morts. Non, le nombre de morts, je dis que regardez tout le tour de l'histoire des mutineries dans tous les pays, même dans ces pays qui nous donnent les leçons les plus flamboyantes de respect des droits de l'homme. Imaginez qu'une prison comme Kondengui, avec 5000 détenus, imaginez que toutes ces personnes-là eussent pu se déchaîner. Mais on allait assister à quoi? Il est tout à fait normal que l'on comprenne pourquoi cette mutinerie. Mais en réalité, les raisons de cette mutinerie, elles sont connues avant même que les enquêtes ouvertes ne puissent arriver à leur terme. On sait très bien que c'est une question de surpopulation carcérale. On sait très bien que c'est une question de durée. Mais vous dites que c'était connu depuis. Mais pourquoi garder donc ces personnes-là pendant près de 2 semaines?
Non, je ne parle pas des personnes, je parle d'abord des raisons intrinsèques de cette mutinerie. Les raisons lointaines et qui, en réalité, pouvaient amener les uns à comprendre qu'un jour, ça va exploser. Bon, maintenant que ça a explosé, maintenant, il faut qu'on comprenne comment ça a explosé. Parce qu'on a beau dire que... il y a eu des arrestations, il y a eu des exfiltrations, mais il faut que les autorités comprennent si cette mutinerie avait été préparée de l'intérieur ou de l'extérieur, et surtout, jusqu'où pouvait-elle aller. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, que l'on revienne sur les lenteurs judiciaires, que l'on revienne sur la gouvernance pénitentiaire qui est vraiment sujette à caution, qui est discutable et que tout le monde, et contre laquelle tout le monde s'est mis au Cameroun aujourd'hui, autant que les lenteurs judiciaires, mais qu'on ne vienne pas nous donner des leçons ici en estimant que non, dans cette histoire-là, on n'a pas aucune loi ne pousse les gens à aller prendre une prison, à aller à une autre. Ce sont les autorités judiciaires qui sont en train de mener une enquête. Il est tout à fait normal. Et ce genre d'enquête est mené dans tous les pays du monde, par toutes les polices, parce qu'il fallait qu'on comprenne. Donc qu'on ne nous dise pas que non, cela. Vous savez très bien qu'au moment où cette mutinerie s'est tenue, vous avez eu les informations, notamment à propos de M. Mamadou Mota. On a présenté sur ses propres avocats qui ont dit que non, il était devant les mutins, il était en train de parlementer avec eux, il était en train de traduire ce qu'ils étaient en train de dire. De l'autre côté, il y en a qui disent que non, M. Mamadou Mota a pris des mutins, il est allé les sécuriser dans sa cellule. Cela veut dire qu'il était au milieu de la mutinerie. Était-il partie prenante? Était-il vraiment un personnage périphérique? Toujours est-il qu'il s'est retrouvé, c'est pour ça qu'on l'a pris. Mais maintenant, quand vous entendez ce qui s'est dit par la suite, oh oui, il a une fracture ouverte. On lui a cassé le bras et l'eau s'est sortie. On l'a même photographié. On l'a mis à la une d'un journal en faisant la comparaison de sa photo avec celle de Lumumba. Comparaison d'ailleurs particulièrement forcée. Et moi, je pense que la situation de la mutinerie de Koningui est assez grave. Elle est grave à plusieurs titres. Et moi, je pense que les responsables, aussi bien de l'administration pénitentiaire que de la justice, portent une pertinente responsabilité sur tout ce qui est arrivé. Maintenant, on veut comprendre ce qui est arrivé est arrivé. Et les raisons pour lesquelles c'est arrivé sont connues aujourd'hui. Maintenant, on veut savoir exactement pourquoi ça s'est passé et comment ça s'est passé. C'est ça qui a nécessité une enquête et une explication. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'aucune loi n'interdit ou ne permet qu'on puisse sortir. On est dans le cadre d'une enquête. Et cette enquête est là pour que les gens comprennent pourquoi ça s'est tenu, pourquoi ça s'est fait et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. C'est aussi simple que cela. Ok. Edmond Piaté, pourquoi? Oui, mais je pense que on a suffisamment été disserte sur les raisons qui ont amené... Depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, on a suffisamment été disserte et les mêmes arguments reviennent. À l'origine, on sait que nos pénitenciers, on a relevé le caractère exigu de nos pénitenciers, à l'origine conçus pour peut-être, je vais dire, un nombre... assez réduit de personnes, 500, 800 maximum, et qu'aujourd'hui, on assiste à un peuplement N fois 10, quand même ça pose problème. Il y a une promiscuité qui ne dit pas son nom. Lorsqu'on décrit les conditions dans lesquelles les gens sont gardés dans ces prisons, on se voit tout de suite face à un camp de concentration, à un camp de déshumanisation, parce que dire qu'un espace qui est supposé contenir 800 personnes en vient à contenir 6000, 8000, et on comprend tout de suite, on n'a pas besoin d'un tableau pour comprendre que les personnes qui s'y trouvent sont quand même dans des conditions assez déshumanisantes, hein, il faut le dire. Donc, et je pense qu'il faut qu'on se le dise dans ce pays, lorsque les gens sont face à la justice, ça ne leur retire pas leurs droits fondamentaux. On peut peut-être pour des raisons, n'est-ce pas, pour certaines raisons, vous empêcher d'aller et venir. C'est même ça le but de la prison. La prison ne retire pas à l'être humain ses droits fondamentaux. Ça ne vous retire que le droit d'aller et venir. C'est-à-dire qu'on vous restreint vos mouvements, peut-être de manière punitive pour vous amener à comprendre qu'il y a certaines règles à observer dans la société. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a fait de nos prisons vraiment des endroits où on perd l'humanité, où l'humanité n'existe plus. Ce n'est pas bon. Et c'est dans ces conditions de précarité quasiment insupportables. Et lorsque nous savons que les personnes, n'est-ce pas, en conditions de détention préventive sont majoritaires, c'est-à-dire qu'on a des gens on a 75% des personnes qui sont dans nos prisons sont en conditions de détention préventive. Ça veut tout simplement dire que
nos magistrats ont une certaine légèreté, n'est-ce pas, à envoyer les gens en prison sans même tenir compte des infractions. Je crois que le nouveau code de procédure pénale, s'il était véritablement appliqué, je ne pense pas qu'on aurait un tel surpeuplement carcéral. Parce qu'aujourd'hui, dire que pour avoir dérobé une boîte de sardines, un enfant va se retrouver en prison. Pour avoir poussé par la famine, je ne sais pas, volé une poule ou un ventilateur au quartier, un enfant se retrouve en prison. Loin de moi de faire l'apologie ici des infractions, des vols, qu'ils soient mineurs ou pas, mais quand même je vais dire que on peut penser à autre chose, il y a des peines alternatives, on peut penser à toute autre chose plutôt que d'aller... Puisque le problème c'est quoi? Lorsque vous envoyez un enfant qui, poussé par je sais pas trop quoi, la déshérence, le chômage, il voulait envoyer dans ce milieu, honnêtement quand il en ressort, il est presque irrécupérable. L'insertion sociale devient impossible. Pourquoi? Parce qu'il est allé se frotter à des conditions rigides, il est allé se frotter à des personnes qui vont certainement lui infuser des idées nouvelles et tout ceci. Ce n'est pas bien. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est connu chez nous. On sait que le surpeuplement carcéral pose un sérieux problème et on sait également que les magistrats, je ne sais pas pourquoi nos magistrats ne travaillent pas sérieusement à se débarrasser de certains dossiers, à liquider rapidement certains dossiers, soit on condamne les gens et ils font leur peine et ils sortent rapidement parce que, voyez-vous, Serge Alain, lorsque vous gardez quelqu'un pendant 3 ans, peut-être pour un délit qui méritait 6 mois de prison, vous le gardez 3 ans sans être jugé, pour après le juger et être forcé de se rattraper, lui donner 3 ans, alors que en réalité, sa peine n'excédait pas 6 mois. Mais parce que vous l'avez gardé 3 ans et parce qu'il faut éviter d'être en situation d'erreur judiciaire, il faut par exemple le condamner à 3 ans pour lui dire, ben, écoute, on va te condamner au temps que tu as déjà passé. Ça pose un problème. Je crois qu'il faudrait qu'on comprenne que les libertés sont quand même quelque chose de sacré. Les libertés individuelles, c'est quelque chose de sacré. Donc on ne devrait pas, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de désinvolture, parce qu'on reproche des infractions mineures aux gens, priver ces gens forcément de leur liberté. Je crois qu'il faudrait que, j'ai vu, n'est-ce pas, une note du ministre de la Justice qui demandait au procureur de lui faire des propositions dans ce sens. Mais pour moi, ça me paraît un peu quand même de la rigolade, parce que dire que le ministre Laurent Esso, après avoir passé je ne sais pas trop combien d'années à la tête de ce ministère, et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'il prend conscience de la situation, moi ça me donne envie ça me tire un peu les cheveux dans tous les sens, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on décrit le surpeuplement carcéral, ce n'est pas aujourd'hui qu'on décrit les lenteurs, n'est-ce pas, judiciaires, ce n'est pas aujourd'hui que tous ces mots-là sont mis n'est-ce pas, en relief. On a toujours décrié ces mots, et je crains que le temps de l'émotion va passer suite à cet événement, oui. Et on va également remettre très vite dans les tiroirs. Justement. On ne va plus en parler, et puis voilà, basta, on attendra la prochaine mutinerie. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, il y a un malaise profond. Il y a un malaise profond dans nos, n'est-ce pas, dans nos prisons. Les gens ne sont pas à l'aise. J'ai entendu quelqu'un dire qu'autant mieux aller construire île de Hilton pour loger les... Mais c'est pas ça. Il faut qu'on comprenne que ce sont nos frères et sœurs. Même s'ils ont, j'ai dit, poussé par je ne sais pas très quelles conditions, commis des infractions, ça ne leur enlève pas leur caractère humain. Ça reste des êtres humains et ils se doivent d'être traités comme tels. Voilà, Wilfried, est-ce que avec ce retour de ces personnes-là qui ont été exfiltrées de la prison centrale de Kondengui, on est revenu à la situation de départ, c'est-à-dire surpopulation, tout ce qui a été décrié est remis sur la table. Évidemment qu'on est revenu à la situation de départ, et c'est la grande problématique qu'on a avec les pays francophones d'ailleurs. Les grandes phrases, nous pensons qu'à coup de grands slogans, nous allons réaliser de grandes choses. Je ne vais pas revenir sur les volets des infrastructures et autres parce que ce n'est pas le sujet, mais dans le même communiqué d'Emmanuel Sadi, il dit il veut d'abord adresser cette lettre à l'opinion nationale puis internationale pour rassurer du retour au calme.
Déjà, c'est faux à deux échelles. L'opinion nationale n'est pas du tout convaincue du retour au calme. L'univers carcéral pour le Camerounais lambda ressemble à l'Armageddon sur Terre. C'est d'ailleurs quand on dit on t'amène au CED, ce n'est pas CED, secrétariat d'État à la défense que nous avons, mais le CED, secrétariat d'État à la torture. Et des gens, sans même le vouloir, vous le disent implicitement en vous menaçant, en vous disant oui, si tu fais ceci, tu vas à Kondengui. Vous savez, quand tu es de la diaspora, c'est assez compliqué de vivre en étant à la fois de la diaspora et du merci, parce que ceux qui ont déjà mené les enquêtes à la place des forces judiciaires vont déjà te dire, bon, si tu viens au Cameroun, c'est Kondengui direct, parce qu'ils savent inconsciemment que là-bas, l'homme perd au lieu de sa liberté totalement sa dignité. Et maintenant, sur le volet de l'opinion internationale, c'est faux encore parce que l'opinion internationale ne pense rien de bien de l'univers carcéral camerounais. Ici en Allemagne, le Bundestag, le Parlement fédéral, a siégé il y a quelques semaines sur la question où ce n'était pas reluisant les commentaires envers justement les prisons et tous les cadres au Cameroun. Le Parlement américain, d'ailleurs, cette semaine, ces derniers jours, a encore siégé parce que la gouvernance par la violence et par l'arrogance entraîne forcément l'ingérence et nous allons le payer tôt ou tard. Maintenant, pour revenir à M. Kamine qui dit que voilà, il ne faut pas faire croire aux gens que aucune loi au Cameroun ne permet de transférer des prisonniers de A à Z. Je n'ai jamais dit ça. Écoutons posément, ça nous permettra de répondre posément. Évidemment qu'il y a des lois qui permettent de transférer un prisonnier d'un point à un autre, mais ce sont des décisions judiciaires. Ce sont des décisions qui émanent d'un consensus du législatif. Ce n'est pas un préfet, un sous-préfet ou alors un ministre qui ne vous aime pas, qui décide comme ça sous fond de règlement de compte que vous êtes maintenant justiciable et que vous êtes passible d'une sanction ou d'une autre. C'est sur cela que je voulais revenir. Parce que manifestement, pour vous, il faut que vous voyez le crâne ouvert d'un prisonnier pour savoir que oui, il était dans des conditions de détention compliquées. Sachez qu'il y a même la torture psychologique. Celle-là, vous ne la voyez pas. Celle-là, quelqu'un peut être bien portant, entier, avec ses 200 d'os, ses 500 muscles, etc. Mais il la traîne pendant plusieurs années. C'est le traumatisme même à vie. Il y a des gens qui, une fois sortis de prison, se donnent la mort parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'après-prison. Donc, n'attendez pas d'avoir la fracture ouverte et de voir le fémur ou le péroné de Mamadou Mota pour savoir qu'il a été torturé. Je sais aussi qu'aucune loi ne permet comme ça, de manière à la volée, après une mutinerie, de déterminer déjà qui est coupable, de le dévêtir et de diffuser ces images comme ça, à moins que vous ne pensiez qu'elles étaient aussi fabriquées. Je crois que vous et moi, vous les avez vues, et de le torturer avec ce qu'il a subi, qu'il ait la fracture ouverte ou pas, et vous épouser en disant cela le discours, comme M. Edmond Kuete disait tout à l'heure, que oui, il y a des gens qui pensent que réclamer davantage de droits pour les prisonniers, c'est leur construire un palace 5 étoiles. Si vous avez 1300 prisonniers au Kosovo, par exemple, et que vous avez, je ne sais pas, approximativement 3 à 4 latrines pour 1300 personnes, ce n'est pas demander que leur demander un peu plus de toilettes pour ces gens-là qui doivent être en priorité privés de leur liberté et de rien d'autre puisqu'ils sont encore en procédure d'enquête. On n'a pas encore déterminé s'ils sont coupables ou pas. Ce n'est pas demander qu'ils aient un Hilton. Aucun de vous, aucun de ceux qui disent que non, ce n'est pas si grave que ça, les conditions carcérales, aucun de ceux-là ne serait prêt à aller vivre là-bas. Je sais que le journal de 13h à la CRTV a dit il y a quelques semaines que les prisonniers, en tout cas les soins à Kondengui, les soins en prison, sont encore meilleurs que pour ceux qui sont en liberté. Bon, on comprend peut-être pourquoi les hauts commis de l'État, Paul Biya y compris, ne se font pas soigner au Cameroun. Dans ce cas, plutôt que d'aller en Occident, ils devraient y aller à Kondengui, vu que c'est meilleur qu'à l'extérieur. Alors dessinons de grâce un Cameroun dans lequel la population camerounaise se reconnaît. Parce que la répétition d'une inexactitude n'en fait pas une exactitude. Lorsque vous avez un Camerounais qui vit un quotidien délabré, un quotidien déplorable, un quotidien dans le dénouement, et que vous répétez à corps et à cru le Cameroun dans lequel vous, peut-être, vous vivez 2, 3, 4, 5 personnes et dans lequel il ne se retrouve pas, sachez que même s'il ne vous le dit pas, il garde une rancœur saine, certes, mais une rancœur quand même envers la lecture que vous faites d'un pays qui, pour lui, n'existe pas. Ok. Voilà, Charles Lisan, tout à l'heure, Edmond Kuete semblait pessimiste. Il dit que passé cette période de vive émotion, après, tout sera rangé aux oubliettes. Sur population, rien ne va véritablement bouger. Les conditions seront toujours inhumaines dans nos prisons. Oui, je peux être dans une certaine mesure d'accord avec lui, parce que nous vivons tous au Cameroun.
Et on sait que parfois l'action produit la réaction. Et certaines personnes qui sont chargées de mettre en place, de mettre en musique les instructions du chef de l'État ont souvent envie de prendre leur temps, ont souvent envie de faire leurs calculs à eux, pour X raisons. Je ne serais pas aussi d'accord avec lui pour lui faire comprendre que non, il y a des actions correctives qui ont été entreprises et mises en place depuis certains rapports qui ont été faits. Je prends nécessairement le rapport de Avocats sans frontières qui avait listé un chapelet de griefs qui mettait en mal l'image internationale du Cameroun par son niveau de gestion du milieu carcéral. Il y a des efforts qui ont été faits. Parmi les efforts, il y a la construction des prisons. Parmi les efforts, il y a l'amélioration du plateau technique sanitaire dans les prisons. Parmi les améliorations, il y a l'amélioration de prison, laquelle celle de PK19 qui est en cours. Celle depuis combien de temps? Ça va venir. Non, mais elle est construite depuis combien de temps? Depuis beaucoup d'années. Vous savez, il parlait tout à l'heure de lenteur. Oui. Tout à l'heure, je disais, il y en a qui, pour des calculs pour X ou Y, vraiment, ne font pas ce que les choses avancent. Je ne suis pas... Moi qui suis né à New Bell, moi qui vais de temps en temps à la prison, je vais rendre visite à des amis que j'ai là-bas. C'est pas beau. Ce qui est là-bas, c'est pas beau. Et la prison ne choisit pas que vous soyez Betty Bassa, RDPC, c'est pas moi quoi. Quand vous êtes là-bas dans ce qu'il y a comme jungle. Le mot c'est jungle. Maintenant, je ne suis pas aussi d'accord de certains termes que j'entends ici. Je ne peux pas dire que les prisons camerounaises sont des camps de concentration. Ça veut dire qu'on compare carrément les prisons camerounaises à ce qui se faisait sous l'ère d'Hitler. Là, on gazifiait les gens. Là où on... Non, quand même. On évolue. On est parti quand même de la peine de mort à d'autres peines. Il y a dans le nouveau code de procédure pénale les peines alternatives de liberté. Il y a autant de choses qui peuvent faire en sorte que si c'est mis en musique... Voilà. Oui, ça va venir. Moi, je me dis... Ça fait 3 ans, hein, Charles-Élie. Non, moi, je me dis, Serge Alain, moi, je me dis, essayons de voir les choses venir. Et travaillons plutôt, non pas sur la condamnation systématique et systémique des prisons, mais plutôt sur l'homme qui va en prison. Quand M. Kouaté parle du jeune qui se retrouve en prison, ce n'est pas en prison qu'il a appris à braquer. Le condamné... Non, il n'a pas parlé de braquer, il a pas... Non, je parle entre autres des délits. Parce qu'on a l'impression que c'est 5 000 prisonniers que compte Kondengui, il n'y a que 244. Non, il y a d'autres. Non, les attaques. Et maintenant, ceux qui vont en prison, il faut que vous sachiez que c'est d'autres compatriotes qui portent plainte généralement à d'autres compatriotes qui leur ont causé du tort. Et l'État est là pour réguler les actions qu'il y aurait entre ces gens autour. On se plaint que l'État... Maintenant, à ce niveau-là, il faut donc qu'on comprenne que quand quelqu'un a été condamné, il faut bien que malgré qu'il soit condamné, qu'il y ait quand même un suivi humain dans les prisons. C'est notre combat à nous tous. Il ne s'agit pas ici d'amener la politique politicienne dans la gestion de ces gens. Maintenant, pour terminer, je continue. Charles-Élie, vous êtes, vous dites, vous êtes déjà en prison. Beaucoup sur ce plateau pensent qu'on peut éviter la prison. J'y arrive. Beaucoup. Non, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on peut éviter la prison à beaucoup, mais il ne faudrait pas non plus qu'on fasse l'apologie des délits ici et des crimes. Justement. Parce qu'il faut aussi qu'on pense à ceux qui sont causés, ceux qui ont tort. Qui on a causé. Voilà, et que c'est l'État doit aussi les protéger au même moment, au même titre que l'État protège celui qui est condamné. Donc, maintenant, je continue de dire que quand il y a une mutinerie, dans ma première prise de parole, quand il y a une mutinerie, ça c'est dans le cadre des prisons, quand il y a des échauffourées, des insurrections, dans le cadre des quartiers, il y a tous des meneurs qu'on prend pour l'exploitation. Qu'est-ce qu'il ne vous dit même pas que M. Mota a été mis de côté, même pour sa propre sécurité? Qu'est-ce qu'on en sait? Dans un milieu où, pour X ou Y raison, on peut vous poignarder, on peut que je vous arrive, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on connaît les tractations qu'il y a dans les prisons entre détenus? Peut-être que M. Mamadou Mouta, en l'expliquant, a aussi permis à ce qu'on mette sa sécurité physique, morale, c'est-à-dire qu'on le mette en sécurité. On ne sait jamais. Donc, moi, j'estime que laissons avancer l'enquête. Tout ce que je demande, moi, en tant que citoyen,
à ceux qui gèrent la communication gouvernementale, c'est à un moment donné de décrisper l'atmosphère, à un moment donné de rendre publique l'information qu'il faut rendre publique, et maintenant l'information qu'il ne faut pas rendre publique, qui servirait à mieux gérer la justice, qu'elle soit gardée cette information, et plus tard, pour qu'on améliore, parce qu'à la fin, il faudrait qu'on améliore le milieu carcéral. Serge Alain Auto, moi, il ne faudrait pas que sur ce plateau, nous passions notre temps à faire du sophisme. Quand le président Zang, pour qui j'ai beaucoup de respect, me dit que non, ça va venir. Vous savez, le problème des prisons, depuis les années 80, il existe. Moi, je l'ai souvent dit ici, moi, en ma qualité de journaliste d'investigation, j'y suis allé à plusieurs reprises. Et toutes les prisons, aussi bien celles de Djoubel que de Konengue, à plusieurs reprises. Et plusieurs fois, j'ai dit sur les plateaux de télévision qu'il ne faudrait pas que demain, après-demain, on commence à nous dire que les prisons du Cameroun seraient comparables à celles de Ngariba, en Centrafrique, ou au Cambouaro, en Guinée. Mais le véritable problème, c'est que le problème des prisons au Cameroun est un problème extrêmement grave, auquel personne n'accorde la moindre importance. La preuve, je n'ai entendu aucun parti politique, aucun candidat à l'élection présidentielle parler des lenteurs judiciaires, ni de la gouvernance pénitentiaire. Aucun. C'est comme si aucun d'eux n'a jamais mis les pieds en prison. Autant ces hommes politiques n'ont jamais mis les pieds en prison, autant les ministres, les gros comités de ce pays n'ont jamais mis les pieds dans une prison pour aller voir de cellule en cellule comment ça se passe, comment les gens vivent là-bas. Mais pourtant, on sait très bien que depuis les années 80, les prisons sont surpeuplées. Le projet de la prison de kilomètre 14, il date d'avant 1980. Et le président Zang me dit que ça va venir. Oui, on peut attendre puisqu'on nous dit que tout va s'arranger à l'horizon 2035. Seulement quand on sera en 2035, on aura encore notre horizon devant nous. Mais on sera déjà arrivé à cet horizon-là. Ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui que la marmite a explosé et qu'on a réalisé que tout le monde est défaillant, aussi bien les responsables de l'administration pénitentiaire qui auraient dû prendre toutes les mesures depuis plus de 30 ans pour essayer de faire évoluer les choses, de maintenir les Camerounais qui sont dans les lieux d'habitation dans des conditions humaines, dans des conditions normales, ils ne l'ont pas fait. Autant les magistrats sont coupables. Vous savez très bien que beaucoup de nos ministres, et même les ministres de la justice de notre pays, ont été des magistrats de parquet et de siège qui savent comment ça se passe. La semaine dernière, à Pumban, il y a un détenu qui est en prison pour 2 ans, depuis 2 ans pour diffamation. Mais on ne fait que renvoyer son affaire. Et il a déjà connu 7... Ce n'est pas le magistrat Attendez, c'est les avocats qui demandent les renvois. 7 renvois, non, 7 renvois. Au 8e renvoi, il dit... Quand le président a prononcé le mot de renvoi, il a pris un couteau, on ne sait pas où il a sorti le couteau, il a tenté de se suicider devant le tribunal. Ça nous ramène à la réalité actuelle. Il y a des gens qui sont en prison depuis 2-3 ans sans être jugés. J'ai souvent parlé ici du cas de l'ex-directeur de la CRTV, Amadou Vamouké, qui est en prison depuis 4 ans, 19 renvois. On n'a jamais, et ce ne sont pas ces avocats qui demandent. On a vu ici le cas de ce notaire de Marois, qui a été... Idrissou? Non, pas Maître Idrissou, Maître Harissou, qui avait été arrêté pour complicité d'assassinat, détention d'armes. Et on n'a pas vu le mort, la personne qui était censée avoir tué. On n'a pas vu l'arme qui a servi à commettre ce crime. Mais il a passé 3 ans, au bout de 3 ans, alors qu'il n'y avait aucun de ces éléments matériels, il a été condamné à 3 ans de prison et il est sorti. Il est en train de chercher à laver son honneur. Mais tu as dit que le problème de la gestion carcérale, de la gestion judiciaire, aujourd'hui, ce ne sont pas les propositions que le garde des Sceaux demande à ses collaborateurs. En tout cas, c'est pas à lui de demander à ses collaborateurs faites-moi des propositions. Il aurait pu les rassembler, leur dire que la situation est grave. Faisons ceci, faisons cela. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Mais le ministre Sissoko fait ça depuis 2015, on le dit depuis. Il a demandé à ses collaborateurs de lui faire des propositions. Oui. Ça, c'est pour ce cas-ci. Depuis 2015, ça veut donc les chefs de cour d'appel. Ça veut donc dire qu'ils n'ont qu'un pouvoir. Ça veut donc dire qu'ils n'ont qu'une responsabilité. Il n'est pas écouté. C'est lui le ministre. En tout cas, on n'est pas ici pour faire son procès. On est en train de dire que les responsables de la gestion, de la gouvernance judiciaire ont échoué depuis très très longtemps et ne font aucun effort pour améliorer les conditions, sauf peut-être le jour où eux-mêmes se retrouveront en prison pour constater la réalité. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, inutile de pleurer sur les versets, la situation est suffisamment grave et ce ne sont pas des mesures cosmétiques qui pourront faire changer les choses. Il faut absolument que ça avance et vite. Voilà. Wilfried, qu'est-ce qu'il faut faire pour parer au plus pressé là? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence, Wilfried?
On regarde la situation. Pour faire, c'est la remise en question. Vous n'allez jamais guérir d'une maladie si vous ne reconnaissez pas que vous avez cette maladie-là. Et là, je reviens à Charles Elie qui avait eu un peu mal qu'on utilise le terme camp de concentration. J'aimerais lui rappeler que ceux qui utilisent le terme camp de concentration sont les prisonniers eux-mêmes. Donc, qui savent, parce qu'ils vivent mieux que nous, leur quotidien. Ce sont encore les prisonniers et tout le corps carcéral qui a donné au quartier 8 et 9 le nom de Kosovo. Même si ceux qui sont en liberté disent que le Kosovo n'existe pas, ceux qui vivent dans le Kosovo savent que le Kosovo existe et c'est pour ça qu'ils utilisent ces noms-là. On nous a appris en physique que la concentration, c'est le renforcement de la densité. Et quand vous avez une prison comme Kondengi qui est à 300% de sa capacité, ça veut dire que pour des salles de 3 personnes, vous avez 12 personnes à l'intérieur. Donc oui, c'est une concentration, c'est même une très forte concentration de la masse humaine à l'intérieur, bien plus que de raison. Et ça devient encore pire quand ces prisonniers nous disent que parfois, très souvent même, tu dois payer 100 francs pour aller dehors, pour aller respirer. C'est-à-dire, la vie a un prix. On se met à dépenser quelque chose pour avoir le droit de vivre, alors qu'on n'a même pas encore été déclaré coupable, puisque la procédure est en cours. Oui, c'est un camp de concentration. Quand il y a 18 000 fois moins de latrines que la démographie de la prison le demande, oui, c'est un camp de concentration quand on leur sert dans des conditions dans lesquelles on les sert. Ce n'est même pas la torture en elle-même qui fait du mal aux prisonniers. Ce ne sont pas les blessures qui les tuent ou bien qui les rendent malades. Ce sont les conditions dans lesquelles ces tortures et ces blessures doivent guérir. Ça s'infecte, ça s'enflamme, une gangrène, une complication, et vous voilà abandonné. Donc, comme Adolf Hitler, si on doit parler des camps de concentration, n'était jamais allé visiter un seul camp de concentration qu'il avait pourtant lui-même créé, peut-être parce que comme Paul Biya ne va jamais à Kondengi, il pense que là-bas les choses sont bien moins graves qu'elles le sont en réalité. Non, elles sont bien graves. Et tant qu'on ne le remet pas en question, on ne va pas résoudre le problème. C'est cette culture de la négation permanente qui a fait que l'État du Cameroun, comme le disait ce cher Camille, et je crois Edmond qui était là dit aussi, ce qui fait que le Cameroun tourne en rond, il n'y a rien de magique à ça. Revenons au communiqué d'Emmanuel Sadi qui montre encore que la solution ne sera pas trouvée parce que la peinture qu'il fait des éléments est une peinture dans laquelle on ne se retrouve pas. Quand on veut trouver la solution à un problème, on reconnaît d'abord que même s'il n'y avait pas de risque zéro, on n'a pas su anticiper. On a voulu utiliser le sérum après, or il aurait fallu utiliser le vaccin avant. Voilà, vite fait, on se retrouve après le journal, c'est l'heure du journal, vous avez dû le remarquer, le constater, madame, monsieur, fin de cette première partie. Donc, le temps de retrouver de l'autre côté Cédric Mouffelé pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons des révélations fracassantes concernant les travaux controversés sur la pénétrante Est de Douala. Après la visite du ministre des Travaux publics, les révélations sont faites sur la compétence mise en cause de l'entreprise chargée des 10 travaux. Elle peine à respecter le cahier de charges dans lequel il est bel et bien prévu l'aménagement des voies de contournement et la fluidité du trafic. Le ministre des Travaux publics se demande comment l'entreprise a-t-elle été choisie. Pourtant, il a fait le constat d'un matériel de construction utilisé qui est de moindre qualité. Le ministre des Travaux publics qui a promis, annoncé des sanctions à l'encontre de cette entreprise. Et sous un autre théâtre, concernant l'aménagement des axes routiers, c'est un Bangem dans la région du sud-ouest. Là-bas, les populations n'ont pas eu la chance de rencontrer le ministre des Travaux publics et pourtant, elles broient du noir, notamment pour accéder à plusieurs localités dans Bangem, dans la région du sud-ouest. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Et la réaction des politiques qui estiment que le Cameroun n'a plus d'argent pour pouvoir financer ses travaux d'entretien routier. Faux retorque des partisans du parti au pouvoir qui félicitent le gouvernement pour son engagement malgré la crise économique dans l'aménagement des travaux routiers au Cameroun. Nous parlerons également ce soir d'une pétition initiée déjà depuis 24 heures qui met en exergue l'épineux problème de la consommation du riz camerounais. Selon l'ingénieur agronome Bernard Djongan, près de 100 000 tonnes de riz camerounais sont stockées et abandonnées depuis de nombreuses années dans des usines à l'extrême nord.
Au même moment, le gouvernement camerounais a autorisé l'importation de 800 000 tonnes de riz. 30% de délai déjà consommé et l'épineux problème lié à l'aménagement des voies de contournement pour fluidifier le trafic sur la pénétrante Est. Ceci a pourtant été prévu dans le cahier de charges, mais il n'a pas été réalisé au grand désarroi du ministre des Travaux publics qui est allé jusqu'à s'interroger sur la compétence de l'entreprise. Comment comprendre que l'ingénieur de l'État ne soit pas informé de la compétence en travaux publics d'une telle entreprise qui est engagée sur un chantier important pour la sous-région Afrique centrale et pour la capitale économique du Cameroun? C'est donc, madame, monsieur, l'essentiel. Et qui n'en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, la suite. Et qui n'en soit. Retour sur le plateau et qui nous soit la deuxième partie. Madame, monsieur, le temps du débrief, toujours en compagnie de Edmond Kouyaté, Camille Nélé, il est là, Charles Lisan, et on va toujours repartir du côté de Berlin, rencontrer Wilfried Ekanga, mais nous avons profité de l'occasion qui nous est offerte pour recevoir sur ce plateau Flavien Valondongo, qui était ce jour du côté d'Iassa pour nous dire qu'est-ce qu'il en est véritablement de ce que nous avons vu aujourd'hui en Mondovision. Flavien Valondongo, bon retour de Yassa. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge, bonsoir à vos invités. Voilà, qu'est-ce qui justifie l'attitude? Nous allons d'abord rester sur l'attitude de l'ingénieur de l'État, Emmanuel Nganou Djumessi. Qu'est-ce qui justifie son attitude? Oui, en tout cas, voyez-vous, le ministre Nganou Djumessi s'est comporté un peu comme un monsieur qui sortait de nulle part, qui se retrouve face à une situation que le Cameroun vit aujourd'hui. Il était surpris? Il était surpris. Pourquoi l'entreprise et de poser la question à l'entreprise si elle avait déjà effectué les travaux du genre par le passé. Où est-ce qu'elle a travaillé? Alors, voyez-vous, un ministre qui pose cette question à une entreprise, un peu comme s'il n'était pas là lorsqu'il y a eu appel d'offres, ou alors comme s'il n'y avait même pas eu appel d'offres, pour qu'on en arrive là. C'est difficile quand même de comprendre ça. Mais avec tout ce qu'on a pu observer sur le terrain, le ministre est resté sur sa position, c'est-à-dire celle de se poser mille et une questions sur ce qui se déroule. Pourtant, il est le ministre des Travaux publics et c'est son domaine, son secteur d'activité. Alors, est-ce qu'il devrait se poser toutes ces questions? Tout ce qu'il a donné comme directive n'a pas été respecté, parlant notamment de la voie de contournement qui avait été prévue, mais rien n'a été fait jusque-là, donc les populations vont encore subir le martyre durant des semaines encore, puisqu'il faut trouver une solution palliative au plus vite. Et on n'a pas vu le premier magistrat de la ville. Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas là. Il n'était malheureusement pas là parce que le ministre s'est retourné une ou deux fois où le délégué du gouvernement ne l'a pas vu. Il s'est retourné, mais finalement, il n'y avait même pas. Certainement, il était représenté par quelqu'un qui ne s'est pas présenté par la suite. Pourquoi il ne voulait pas se présenter, le représentant? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Dans la foulée, le ministre a manifesté son mécontentement. Mais moi, je pense que c'est plutôt un aveu d'échec. Parce que quand vous voyez un membre du gouvernement qui arrive sur un terrain comme celui-là, qui sait ce qui se passe, c'est la deuxième phase de ce chantier. Oui. Ce n'est pas le début des travaux. Et même si c'était le début, il serait informé. Je pense qu'il a été mis au parfum de ce chantier dès le départ et qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la deuxième phase, qui se pose des questions par rapport à l'entreprise. Et on a même des questions que nous, téléspectateurs, on doit se poser. Justement. On a appris sur le terrain qui se pose des questions. On a appris sur le terrain que cette entreprise qui est aujourd'hui dirigée par les Chinois appartiendrait à un Camerounais. Ok. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. On peut faire s'arrêter là. Ouais. Vous avez Charles Lisan. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes lorsque le reportage de Flavien passait. Qu'avez-vous à nous dire sur ce qui se passe aujourd'hui à Yassa? Il paraît que c'est un vieux projet quand même. Hein? Bon, je voudrais d'abord dire à tous les Camerounais qui me suivent ce soir que ce n'est pas le président de la section OJ qui va s'exprimer. Oui, c'est qui alors? C'est un Camerounais citoyen qui habite Ngodi Bakoko, voilà, qui subit au quotidien ces embouteillages. Oui. Il faut d'abord qu'on restitue les choses. Dans le contexte. Oui. Ce projet fait partie d'un vieux projet qui concerne l'agrandissement de la route nationale numéro 3, oui, qui dessert Douala à Yaoundé, oui, qui avait commencé
au point kilomètre zéro, c'est-à-dire, d'après les calculs, qui est au carrefour des Fleurs, marché des Fleurs, jusqu'à Tradex Borne 10. Ce marché avait été acquis par... Le point kilométrique zéro, c'est là-bas? C'est d'après les calculs de... Non, c'est Bonandio. C'est Bonandio. Marché des Fleurs, c'est Bonandio. Marché des Fleurs. Quand on dit point kilomètre, c'est du côté de la poste. Non, je veux dire, non, d'après eux... Marché des Fleurs, c'est un peu plus loin. Non, on a dit avaler beaucoup de mètres. Non, d'après leurs calculs, ils appellent ça point kilométrique zéro, jusqu'au niveau de Tradex Borne 10, ça a été pris par Razel. Oui. Voire 2 fois 3, vous voyez. Et Razel a gagné le marché. La phase 2 partait de Tradex Borne 10 pour le pont sur la Dibamba. Razel avait aussi souscrit à ce marché. Il y a eu une autre entreprise tunisienne avec des Camerounais qui avaient souscrit, et il y a eu cette entreprise chinoise. Razel avait les faveurs du ministre Nganou Djumessi. Oui. Et il se peut que le ministre des marchés de l'époque, M. Abassadoui, avait estimé que le prix proposé par Razel, qui était de 43 milliards par là, était beaucoup. Or, Razel avait les faveurs du ministre de TP. Et le ministre des marchés publics a octroyé le marché au moins 10 ans, d'après lui, qui est cette entreprise chinoise, qui est une entreprise chinoise, qui, d'après le ministre de TP, n'a pas de fait d'armes dans la construction des routes de ce niveau. Parce qu'il s'agit quand même d'une desserte de 2 x 3 sur 8 km, parce que ça fait 18. Parce qu'on fait 2 fois 9 x 3, c'est 9 km entre Borne 10 et Dibamba. Fait x 2, puis c'est 2 x 3, ça fait à 18 km, avec des accompagnements latéraux, c'est-à-dire des points de stationnement pour véhicules, des points d'accotement pour les bus, les gens qui prennent les bus, le taxi, et les dessertes même, et les pistes cyclables, tout ça, il fallait le faire. Et que cette entreprise n'avait pas. Deuxième point dans le cahier des charges, il fallait qu'il y ait d'abord l'ouverture des pistes de déviation avant de faire le gros de l'œuvre. Ça n'a pas été fait. Troisième point, dans la causerie, la plateforme de causerie entre le ministère et la CUD, il aurait fallu qu'on ne lançât pas la route de Niala. Au même moment que la route de village, appelons ça la route de village, parce que les deux routes desservent le même point d'entonnoir qui est Yassa. Vous voyez donc que si on avait par exemple arrangé d'abord Yassa, on pouvait laisser maintenant et puis après créer des déviations. Bon, le délégué du gouvernement dans ce qui s'est passé après a reçu les populations de cette zone qui sont sous formulation d'association et qui a promis de créer dans les jours qui suivent des déviations. Une déviation partira de dépôt Guinness pour Total Colombo, une autre déviation partira de Niala pour desservir derrière là-bas vers Neptune, ainsi de suite. Donc, ce qui est sûr, c'est que il faut le dire, ce projet, qui est un projet d'envergure et qui pouvait rendre les Camerounais fiers et qui, au finish, devait desservir cette nouvelle zone d'habitation qui part de Yatika, Yamsoki, Godi Bakoko, Banga Bakoko, tout ça, et qui dessert le stade de Japoma, allait être un bon truc. Aujourd'hui, les Camerounais, les populations ont l'impression que ce qui sortira de là après n'est plus bien. Parce que ça a été noyé dans quelque chose qui n'a pas été pensé savamment. Et moi, maintenant, militant du RDPC que je suis, je n'ai pas quand même aimé le cinéma de mon camarade, parce que là, je m'adresse au camarade. Moi, vous dites qu'il fait du cinéma? Oui, mais écoutez-moi très bien. Vraiment, moi, votre camarade fait du cinéma? Écoutez-moi très bien, c'est dans le tout. Moi, ce qui me concerne, j'ai pris pour résolution dans ma vie politique de ne pas mettre à la mesure populaire des autres camarades. Le ministre des Travaux publics a tous les moyens nécessaires pour mettre ses autres collègues qui étaient avec lui dans le même dossier, mais ça n'a pas marché. Ils ont une manière de travailler et c'est ce que le président de la République leur a prescrit, une solidarité intergouvernementale entre eux. Je n'ai pas à parler à mon camarade devant le public parce qu'il veut me faire voir dans les réseaux sociaux. Moi, si ça tout, je n'ai pas aimé. Mais il s'adressait à qui donc là? Au ministre, à ceux de ses collègues qui ont attribué le marché, à ceux de ses collègues qui devaient gérer. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'entreprise qui avait ses faveurs qui a été choisie, qui est l'entreprise Razel qui avait fait la phase 1. C'est plutôt parce qu'au finish, on nous parle de 33 milliards 144 millions 718 233 francs pour ce marché. Et Razel proposait combien de kilomètres? De 18, donc avec tout ce que ça comporte. La route n'est pas seulement la route, il y a les accompagnements, il y a ce que ça il y a les pistes de parking pour les camions qui font le corridor jusqu'à Bangui. Donc voilà, à ce qui concerne, c'est on veut faire avaler puis la mère à un enfant, il faudrait juste avoir la bonne formule. Les populations souffrent, mais depuis hier, la mesure du préfet est quand même venue parler certaines choses. Oui, Fide Kanga, vous avez suivi le journal de Cédric Noufélé tout à l'heure.
et ce brillant reportage de Flavien Valondongo. Je sais que vous appelez souvent ça des curiosités camerounaises. Oui, certainement. Je viens de pêcher Charles Lely, qui était plutôt très content parce que ça montre que de temps en temps, faire preuve de lucidité n'ôte pas la vie. Et je peux même encourager dans ce sens en disant, critiquer son compère publiquement ne signifie pas forcément le détruire. La critique est un concept neutre. Elle peut être positive ou négative. Donc, il y a des critiques qui font du bien. Le révolutionnaire Mahatma Gandhi en Inde disait à ses amis, vous êtes persécutés certes ici par les Anglais, mais vous êtes persécuteurs chez vous contre votre propre peuple. Donc c'est important de dire aussi à M. Nganou Djomessi que bon, ce n'est pas du ressort d'un ministre des Travaux publics de ne pas être au courant des démarches lorsqu'il y a un projet de telle envergure, surtout avec un prix comme celui-là. Je suis content qu'on dise d'un côté que 43 milliards pour une route de 8 km, bon, ça inclut aussi tous les équipements accessoires, mais on nous a dit récemment quand même que le fait que les stades soient terminés, et encore ils ne le sont pas, suffisait pour organiser la CAN, alors qu'il faut aussi là, et à plus forte raison d'ailleurs, des équipements accessoires. Là où j'approuve encore l'intervention de Charles Lely pour justement essayer de résoudre ce problème, parce qu'on est dans la recherche du consensus et non dans l'affrontement permanent, c'est dans le questionnement du manque de lecture d'urbanisme du délégué du gouvernement notamment. Parce que vous avez la route de Yassa que vous vous mettez à refaire, vous avez en même temps la route de Niala que vous mettez à refaire. Quelle est l'alternative pour les usagers? Si vraiment on avait organisé la fameuse CAN, comment des supporters qui veulent encourager leurs équipes auraient pu peut-être faire le voyage de Douala à Yaoundé après y avoir été coincés 6 heures dans un embouteillage rien que pour sortir de la ville de Douala. Et là, on parle de la pénétrante Est. On avait la même problématique avec la pénétrante de l'autre côté, au niveau de Bonabéry, ou au niveau de Deido, vous avez le même engorgement parce que les deux, le soi-disant nouveau pont rejoignent en fait la courbe de l'ancien pont et du coup, on se demande en fait pourquoi on a construit un deuxième pont. Maintenant, il y a le volet du coût financier. C'est vraiment compliqué de parler du Cameroun. J'ai aimé dans le reportage qu'on parle du pont de Marcory en Côte d'Ivoire, qui est bien plus long, mais qui coûte le même prix que le pont à Yaoundé. Que le pont à Douala. Et on a les mêmes problématiques sur les frais d'autoroute. Vous savez que quand on parle même de la route, le prix moyen d'une autoroute au Cameroun, il est de 11,5 millions de dollars, pas de francs CFA. Alors que les mêmes Ivoiriens qui ont terminé l'autoroute du Nord, qui fait presque la distance Douala-Yaoundé, à peu près 220 km, l'autoroute là-bas était à approximativement 3,5 millions de dollars. Donc quand on a des problématiques comme celle-là, on se pose les questions, est-ce que nous voulons vraiment développer notre pays? Est-ce que parce que le tissu économique du pays est faible et que la fonction publique est devenue la panacée par excellence pour les uns et les autres de s'enrichir, les gens veulent devenir ministres parce que ça donne l'argent? On doit remettre à l'ordre du jour le concept de ministre. Lorsque les Gréco-Latins l'ont conçu, ils disaient, ça veut dire serviteur. Je suis là pour le peuple. C'est ça qui justifie la fonction que j'occupe actuellement. Mais chez nous, le concept est totalement inversé. Justement, c'est l'élitisme, c'est justement les grands airs et beaucoup de folklore au détriment du contenu qui, lui, est moindre. Donc, pour terminer, ce n'est pas facile, je veux dire, pour un Camerounais de la diaspora, quand vous êtes en Allemagne ou en Europe. En tout cas, la pire chose, et ça va surprendre beaucoup, la pire chose qui puisse arriver à un Camerounais, c'est de vivre dans un pays industrialisé. Parce que lorsque vous voyez l'infrastructure de ces pays-là, qui sont en réalité plus pauvres que nous, vous vous dites, la seule raison pour laquelle vous ne vous êtes pas encore jeté d'un pont, c'est qu'aucun de ces Allemands, Américains, Français n'est encore venu vous poser la question, comment est-il possible que vous ayez infiniment plus de ressources que nous, à tous les niveaux, même la ressource humaine, mais que vous ayez infiniment moins d'infrastructures. Donc cette remise en question-là, elle est importante, elle est même fondamentale si nous voulons parler d'émergence, sinon ça reste un gros slogan qui est en principe une insulte à nos compatriotes. Voilà, Edmond Kouyaté, le ministre aujourd'hui qui paraît surpris sur toute la ligne. Ministre des Travaux publics. Je crois que comment vous analysez ça? Au-delà de l'aspect théâtral, n'est-ce pas, que traduit l'attitude du ministre Nganou Djomessi en Mondovision, l'aspect one-man show, lui seul connaît les raisons pour lesquelles je crois que cette attitude vient remettre un peu au goût du jour la régularité du processus d'attribution des marchés, n'est-ce pas, chez nous.
Parce que l'attitude du ministre Nganou Djoumissi, ingénieur par ailleurs, n'est-ce pas, de l'État, nous donne l'impression que l'attribution s'est faite sans le concert et l'implication du ministère des Travaux. Il est tout surpris parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence que l'entreprise, n'est-ce pas, en charge... Parce que lorsqu'on demande à un moment, vous faites d'armes, vous avez dit... Effectivement, c'est inquiétant. Ça veut tout simplement dire que la réputation ou alors la compétence technique de cette entreprise est sujette à caution et qu'elle n'a pas été fondamentalement questionnée dans le processus d'attribution, parce que c'est abécédaire, c'est le B à bas. Quand on lance des appels d'offres, il y a un dossier technique, et dans ce dossier technique, le dossier technique doit comporter les références. Quand on parle des références, ce sont les faits d'armes de la société, parce que vous avez bien suivi la question du ministre, est-ce que vous avez fait des travaux par le passé? Et la dame a renchéri en demandant, était-ce des travaux de réhabilitation ou des travaux de construction? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en la matière, les travaux de réhabilitation sont beaucoup plus complexes et plus compliqués que les travaux de construction de nouvelles infrastructures. Parce que cela demande un certain savoir-faire, justement pour éviter que la situation à laquelle nous faisons face du côté de la pénétrante Est aujourd'hui n'arrive. Justement, les Chinois, avant d'engager les travaux, ça devait être leur premier souci, à savoir comment rendre fluide la circulation sur cet axe ô combien important, parce qu'il faut le dire, c'est un axe qui rentre dans le corridor qui dessert la sous-région, c'est-à-dire Bangui, N'Djamena et autres. Et donc, on ne pouvait pas se permettre quand même d'engager des travaux de cette envergure sans se poser la question de savoir comment est-ce que... Les voies de contournement. Et quelqu'un l'a souligné à grands traits, et je préfère encore le faire, il fallait déjà noter que l'axe... n'est-ce pas, de Japoma, qui passe par Ndokoti pour arriver à Japoma, est impraticable. Alors il fallait faire ce constat et il devrait y avoir une concertation avec justement la CUD pour que soit on entama prioritairement les travaux de l'axe, n'est-ce pas, de Japoma, avant, n'est-ce pas, d'amorcer les travaux sur cet axe-là. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, lorsque vous vous rendez là-bas, la qualité même des équipements utilisés par les Chinois vous laisse à croire que vous en avez encore pour longtemps. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de l'ornière, parce que lorsque je vois, moi connaissant un peu le domaine des travaux et que je vois les équipements qu'ils ont engagés dans ces travaux, je ne pense pas que c'est pour demain la veille. Ça va à pas de tortue, ça ne va pas progresser véritablement, ça ne va pas progresser. Et même lorsque vous voyez la manière de s'y prendre, parce qu'il y a un endroit où c'est complètement affaissé, normalement, à ce niveau-là, il devrait déjà avoir préparé une voie de contournement, ne serait-ce qu'à ce niveau, et bitumer un peu. Lorsque vous allez à Douala, lorsque vous allez à Yaoundé ces derniers temps, vous vous rendez compte que partout où on refait, où on est en train de refaire, n'est-ce pas, les bus, où on enlève les bus pour remplacer par des dallos, vous vous rendez compte que la priorité, c'est de faire les voies de contournement. C'est prioritaire sur un axe central comme celui-là. Ça n'a pas été fait, et comme je l'ai dit, ça remet au goût du jour la régularité dans le processus d'attribution, n'est-ce pas, des marchés publics de cette taille-là. Il a souligné, il faut savoir que c'était un marché qui était déjà très problématique. Ah oui. Vous avez suivi la fameuse affaire de 9 km 45 milliards. Je crois que le ministre Nganou Djoumissi est aujourd'hui un peu échaudé par le fait justement qu'il est sorti perdant dans cette affaire, parce qu'il avait justement une préférence, ça il faut le dire. Et c'était Razel qui avait effectivement exécuté la première phase partant du marché des fleurs jusqu'à Tradex Born 10. Et il y avait justement ces 9 km là qui restaient, qui constituaient la deuxième phase, parce que le problème des embouteillages avait seulement été déporté. Ça n'avait pas été véritablement résolu. On avait juste déporté le problème. Et il se trouve qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, sur cet axe de 9 km là, le problème devient beaucoup plus important et il faille le résoudre. Et je souligne également que le ministre Nganou Djoumissi, au-delà du théâtre, il est un peu échaudé du fait d'être sorti un peu perdant dans cette bataille qu'il a opposée à l'époque à son camarade Abassadou, qui avait... ce camarade, son camarade du parti d'abord, le RDPC, donc, ou alors son collègue du gouvernement. On sait qu'il y avait eu des passes d'armes. Lui préférait Razel, le ministre des marchés publics de l'époque, le ministre Abassadou, voulait justement cette entreprise chinoise.
Mais on est encore aujourd'hui à se demander, il faudrait que le ministre Abassadou vienne nous demander comment est-ce qu'il a fait pour attribuer le marché, parce que deux. Il n'y avait pas que Razel et cette compagnie chinoise. Il y avait, je crois, une troisième, une compagnie tunisienne. Une compagnie tunisienne qui présentait des compétences beaucoup plus avérées en la matière. Cette entreprise a été écartée. Il faudrait que le ministre Abassadou revienne un peu aujourd'hui sur le banc des accusés, nous dire comment est-ce qu'ils ont fait tamiser, comment est-ce qu'ils ont filtré pour réussir à nous attribuer un marché aussi important à une entreprise dont, n'est-ce pas, la compétence technique est sujette à caution. Et Kaminele, le ministre Ganou Messi règle ses comptes? Il règle ses comptes avec des amonestations et des objurgations. Et c'est pour cela que le président nous en a appelé ça décidément. On ne peut pas dire qu'il ne savait rien et qu'il ignorait l'issue de cette situation assez grotesque. Mais c'est les populations de Douala qui souffrent. C'est l'image du Cameroun qui est complètement écornée. Je vous ai dit que entre le carrefour de l'armée de l'air et le pont sur la Dibamba, ça faisait 4 heures, 5 heures depuis un certain temps. Bon, heureusement, le préfet du Vori a pris le taureau par les cornes, il a pris une mesure énergique qui a réussi à désenclaver un peu les choses. Et il aura fallu que le préfet Maché frappe le poing sur la table pour que le ministre sorte de Yaoundé pour venir toucher du doigt la réalité, l'affligeante réalité de cette route. Mais de toutes les manières, nous préférons rester optimistes en nous disant que bon, maintenant, des mesures beaucoup plus énergiques et beaucoup plus cohérentes vont être prises pour mettre un terme à cette situation désastreuse à la sortie est de la ville de Douala. Voilà, Wilfried Ekanga, juste en quelques secondes, hein, votre mot de la fin, Wilfried. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. En 30 secondes. Je n'ai pas compris la question, Serge Alain. Oui, Wilfried, nous sommes arrivés au terme de l'émission. En quelques secondes, votre mot de la fin. Par rapport à cette situation de Yassa. Les administrants prennent leurs responsabilités. Parce que si Paul Biya ne savait pas l'évolution des chantiers parce qu'il avait des faux rapports, si Atanganji ne savait pas que Transparency International c'était des faux, si Nganou Messi ne savait pas d'où vient l'entreprise chargée de bitumer les routes, c'est qu'on a un réel problème. Et il faut questionner cela. Ok. Merci Wilfried. On vous retrouve dans quelques jours, forcément. Vous avez inauguré cette nouvelle façon de faire. Bon, madame, monsieur, merci. Nous sommes arrivés au terme. Merci Edmond Kiaté. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter à nouveau sur ce plateau. Merci Kabinele. J'ai été honoré par votre invitation. Voilà. Merci à vous également, hein, Flavie Valo Dongo. Vous êtes resté là. Vous n'étiez pas prévu sur le conducteur, mais la force des choses, hein, vous êtes là. Hein, merci, c'était également un honneur en tout cas d'être sur votre plateau. Voilà. Merci Charles Elisan pour c'est moi qui vous remercie. Les éléments de réponse que vous nous avez. Ça ira bientôt à pénitence S. Mais j'aurais aimé que les journalistes d'investigation me disent quel est le Camerounais qui détient. Non, c'est pas ça. Peut-être le savoir. Le ministre a annoncé des sanctions en tout cas. Voilà, merci. Le ministre a annoncé des sanctions. Il a annoncé des sanctions. Ouais. Il dit lorsque il va prendre des sanctions pour dégoupiller la bombe ici. Contre cette entreprise en tout cas. Ok, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Equinox Soir. Bonsoir, une fois de plus. Yassa.